Salam alaikum. Alors, troisième vidéo sur cette playlist concernant les exercices en traitement de signal. Donc, cette vidéo, on va voir trois exercices sur l'échantillonnage, la quantification et le filtrage anti-repos. Premier exercice, on reçoit les échantillons des deux signaux x et y, x égale cos pi sur 2t, y égale cos cube pi sur 2t. Première question, calculer les échantillons XKTE et YKTE pour la période de secondes. Deuxième question, peut-on récupérer X à partir de ces échantillons XKTE? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Idem pour Y, peut-on récupérer Y à partir des échantillons? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Première question, calcul des échantillons pour TE égale 2 secondes. Bon, on remplace T par KTE. Donc on a XK égale cos pi sur 2 KTE égale cos Kpi, puisque TE égale 2. Cos Kpi, c'est moins 1 à la puissance K. Donc égal à 1 pour K pair, moins 1 pour K impair. Donc voilà le tracé XK en fonction de KTE, signal échantillonné. Alors pour YK, c'est x cube de K. Donc c'est moins 1 à la puissance 3K. C'est moins 1 à la puissance K. Donc on remarque que les échantillons X et Y sont identiques. Et pourtant, les deux signaux analogiques sont différents. YKTE égale XKTE et YT différent de XT. Alors la question, est-ce qu'on peut récupérer XT, le signal analogique, à partir de ces échantillons? Donc il faut faire une analyse spectrale, parce que l'analyse temporelle ne le permet pas. Donc spectre de X. Xt égale cos de pi fxt, donc c'est une sinusoïde de fréquence fx, avec fx égale 0,25 Hz, c'est-à-dire un quart. Donc xt égale cos pi sur 2t. La transformée de Fourier, donc, c'est 1/2 delta, l'impulsion de Dirac, f moins 0,25 plus 1/2 delta f plus 0,25. Donc c'est un spectre composé de deux raies aux fréquences 0,25 Hz et moins 0,25 Hz avec des poids 1/2, 1/2. Voilà, donc XF. Donc là, c'est une représentation bilatérale, c'est-à-dire on représente XF pour F positif, XF pour F négatif. Si on veut représenter le spectre en mode monolatéral, donc uniquement les fréquences positives, il faut multiplier donc le poids de la fréquence positive 0,25 par 2. Et on représentera XF entre 0 et l'infini, mais avec le pic à la fréquence 0,25 égale à 1. C'est une représentation dite monolatérale. Le spectre des échantillons de X, voyons donc ce que ça donne. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur TE égale 0,5 Hz. On utilise la formule de Poisson. Le spectre du signal échantillonné, c'est FE, somme des X, F moins N sur 2. Donc c'est 0,5 fois une sommation des répliques XF moins N sur 2.
c'est-à-dire FE fois N. Donc c'est une sommation sur des répliques du spectre original qui correspond à petit n égale 0, grand XF. Donc on développe grand XF moins n sur 2. Ça donne donc sigma de moins l'infini à plus l'infini. Donc le 0,5 avec le 1,5, ça donne 1 quart. Donc 1 quart delta F moins petit n plus 0,5 sur 2, plus 1 quart delta F moins petit n moins 0,5 sur 2. Donc en rouge, ce sont les fréquences où le pic correspond au poids 1 quart. Donc en dehors de ces fréquences, le spectre est nul avec n variant de moins l'infini à plus l'infini. Voilà donc la représentation du spectre du signal échantillonné XK. Donc on voit que il y a des pics aux fréquences 0,25, moins 0,25, donc représentés en rouge, plus une composante verte. La composante verte provient de la sommation. Donc il y a des répliques, par exemple grand XF moins n,5, donc pour n égale 1, qui s'ajoutent au poids de la fréquence 0,25. Donc c'est un spectre qui est pair. On peut récupérer, donc en réponse à la question, est-ce que xt est récupérable à partir des xk? Oui, en effectuant un filtrage passe-bas. Donc revoyons le spectre des échantillons. Voilà. Si on applique un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure Fc comprise entre 0,25 Hz et 0,75 Hz, donc on va extraire uniquement les deux raies correspondant aux fréquences 0,25 Hz et moins 0,25 Hz. Donc le poids de HF, c'est 1. Donc on aura le signal XT original. Donc on a pu récupérer le signal analogique à partir du signal échantillonné. Alors voyons la même chose pour Y. Donc spectre de Y, même démarche, Y égale cos cube pi sur 2t. On développe le cos cube à l'aide des formules trigonométriques. Donc on trouve 0,75 cos pi sur 2t plus 0,25 cos 3 pi sur 2t égale 0,75 cos de pi fy1t plus 0,25 cos de pi fy2t. Donc yt comporte deux composantes sinusoïdales de fréquence fy1 et fy2, avec fy1 égale 0,25 Hz et fy2 égale 0,75 Hz. Donc la transformée de Fourier de ce signal yt, c'est 3/8 delta f moins 0,25 plus 3/8 delta f plus 0,25 qui correspond à la transformée de cos de pi fy1t plus 1/8 delta f moins 0,75 plus 1/8 delta f plus 0,75, c'est-à-dire fy2. Donc on a 4 raies. Voilà le spectre de yt. Voyons maintenant le spectre des échantillons de y. F égale 0,5, donc YEF, donc formé de poissons, 0,5, somme YF moins NFE, c'est-à-dire N sur 2. On développe, donc on a une sommation avec 4 raies, fréquences écrites en rouge,
avec n moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, si on développe, on trouve ce spectre, grand Y, indice E de F. Donc on a en rouge les raies originales du signal analogique YT et en vert les composantes dues à l'échantillonnage. Donc ils ont tous le même poids 4/8. En tout cas, les raies qui nous intéressent, parce que de là de 1,25, ben, c'est pareil, puisque ça va jusqu'à l'infini. Alors, est-ce qu'on peut extraire les 4 raies rouges, c'est-à-dire le signal YT, est-ce qu'on peut les extraire de ce spectre YE? La question. On ne peut pas récupérer Y à partir de YK. Voilà, donc on reprend. Voilà YF, voilà YEF. Donc supposons qu'on opère avec filtrage passe-bas. Si on veut extraire les 4 pics rouges, on est obligé d'extraire au niveau 3/8, ça veut dire HF, le filtre passe-bas, doit avoir une valeur 3 égale à 1, HF égale à 1, pour récupérer les 2 pics centraux, 0,25 moins 0,25. Mais si on l'applique, on va altérer les 2 pics 1/8, 1/8. On va les déformer, puisqu'il y a une petite composante en vert du repliement spectral ou chevauchement qui va s'ajouter à l'arrêt 0,75 et moins 0,75. Si on veut extraire les 2 pics 0,75 et moins 0,75, là aussi, on aura un HF différent, mais qui va altérer les 2 pics 0,25 moins 0,25. Donc pour résumer, un filtrage passe-bas ne peut pas extraire les 4 pics originales contenus dans YT. Théorème de Shannon. Les raisons donc pourquoi on peut extraire X et on ne peut pas extraire ou retrouver Y de T. Donc je rappelle le théorème de Shannon FE. La fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal. Donc cette condition garantit donc la possibilité de retrouver le signal analogique à partir de ces échantillons. Alors faisons le calcul, FE égale 0,5 Hz, supérieur ou égal à 2 fois Fx max, donc fréquence du signal xt, fréquence maximale, qui est égale à 0,25, donc 2 fois 0,25 égale 0,5. Donc le théorème de Shannon, il est vérifié à la limite, puisqu'on a égalité FE égale 2F max. Donc c'est valable, on peut récupérer X. T à partir de X. Alors pour Y, FE égale 0,5 Hz, inférieur à 2 fois Fy max, parce que Fy max égale 0,75 Hz. Donc 2 fois, ça fait 1,5. Théorème Shannon n'est pas respecté, donc Y non récupérable à partir de ces échantillons. Exercice 2. Donc c'est toujours un exercice sur l'échantillonnage. Xt est un signal téléphonique, donc un son, parole, émis. On suppose qu'il occupe la bande allant de 300 Hz jusqu'à 3,3 kHz. C'est la bande qu'occupe normalement la parole humaine. Avec XF égale 1, c'est-à-dire le spectre de ce son, il est égal à 1 pour toute
fréquence de la bande et 0 ailleurs. Disons, c'est un son monotone au niveau fréquentiel. Alors, première question, tracez respectivement pour 4 kg et 8 kg le spectre du signal échantillonné. Quelles sont vos observations? Deuxième question, à quelles conditions peut-on récupérer le son d'origine à partir des échantillons reçus? Troisième question, proposez une méthode de récupération du son analogique XT émis. Donc, tracez des spectres des échantillons pour deux fréquences d'échantillonnage différentes. Donc, alors là, on a le signal, le son XT en fonction du temps. Donc, c'est un signal de parole. Donc, voilà son spectre qui est donné dans le sujet. Donc, pour f comprise entre 300 et 3300 Hz, on a xf égale 1. Idem, bien sûr, pour les fréquences négatives symétriques. Donc, je reprends, ça c'est une représentation bilatérale. Si on veut représenter xf en mode monolatéral, il faut enlever la partie négative, mais multiplier par 2 la partie positive. Et on aura donc un signal grand XF fois 2, représentation monolatérale. Pour la fréquence, donc 4 kg, c'est-à-dire 4000 Hz, voilà. Donc on aura en rouge, c'est grand XF, et en vert, donc les répliques, c'est-à-dire les grands XF moins NFE qui s'ajoutent. Là, je me contente de représenter juste la réplique grand XF moins FE. Vous pouvez continuer à tracer XF moins 2FE, XF moins 3FE, etc. en décalant à droite à chaque fois de FE Hertz. Mais déjà, à partir de XF moins FE, on voit qu'il y a un repliement spectral, c'est-à-dire un chevauchement entre grand XF et grand XF moins FE. Donc, lorsqu'on applique la formule de Poisson, on fait la sommation et on multiplie par FE, on voit qu'il y a une partie entre 0,7 Hz et 3,3 Hz où il y a une amplitude égale à 2 FE, alors qu'entre 0,3 et 0,7, le module reste égal à FE. Donc, c'est un repliement spectral, chevauchement, interférence. Pour FE égale 8000 Hz 8K, donc là par contre, en rouge grand XF et en vert grand XF moins FE, on voit qu'ils sont disjoints. Pourquoi? Parce qu'on s'est déplacé à droite de 8000 Hz, ce qui a permis d'avoir des répliques de grand XF qui sont disjointes. Donc il n'y a pas de repliement entre 3,3 et 4,7 kHz. Deuxièmement, à quelles conditions peut-on récupérer le son d'origine à partir des échantillons reçus? Théorème de Shannon. FE supérieur ou égal à 2F max, donc 2F max, la fréquence maximale du signal, c'est 3300 Hz. Donc FE doit être supérieur à 6,6 kHz. Donc c'était normal que pour 8000, qui est supérieur à 6,6, il n'y avait pas de repliement. Alors que pour la fréquence de 4000, qui est inférieure à 6,6 kg, il y avait un repliement. Troisième question, proposez une méthode de récupération du son XT émis. Bien sûr, on va choisir un FE égale 8000 supérieur à 6600. On va appliquer un filtrage passe-bas, HF, d'amplitude 1 sur FE, et fréquence de coupure entre 3,3 kg et 4,7 kg. Voilà donc pour extraire grand XF qui est en rouge et éliminer tout ce qui est en vert, c'est-à-dire les répliques dues à l'échantillonnage, il faut mettre FC
entre 3,3, c'est-à-dire la fréquence maximale, il faut que FC soit inférieur à 4,7. Comme ça, il n'y a pas de réplique qui passe à travers le filtre. Et bien sûr, il faut que HF soit égal à 1 sur FE, parce que dans la formule de Poisson, il y a une multiplication par FE. Donc pour récupérer grand XF intact en amplitude et en fréquence, il faut HF égale 1 sur FE. Exercice 3. On limite le spectre d'un signal analogique avant son échantillonnage avec un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre N et de fréquence de coupure à moins 3 dB, Fc égale 8 kHz. Donc le filtre de Butterworth s'écrit d'ordre N, s'écrit HF égale 1 sur racine de 1 plus F sur la fréquence de coupure à la puissance 2N. Donc voilà la forme approximative de HF et de deux répliques HF moins FE, translation à droite, et HF plus FE, translation à gauche de HF. Donc là, vous avez FC, fréquence de coupure. Vous voyez bien qu'il y a une intersection entre les répliques. Donc il y a un repliement spectral local. Première question donc. Calculer FE minimal pour n égale à 4. Donc FE, la fréquence d'échantillonnage, qui assure un taux de repliement T égale HFE moins FC sur HFC en module inférieur à 1%. C'est-à-dire, on calcule la valeur pour la fréquence FC, la valeur de HF et la valeur pour FC de HF moins FE. Donc il faut que HFC moins FE divisé par HFC en module soit inférieur à 1%. Donc pour garantir un repliement minimal, bon, disons, avec un seuil. Deuxième question, maintenant, on choisit FE égale 30 kg. Donc on fait l'inverse. Au lieu de chercher la fréquence d'échantillonnage en disposant de l'ordre des filtres, on va chercher l'ordre des filtres lorsqu'on dispose de la fréquence d'échantillonnage. Donc on choisit FE 30 kg, trouver N qui assure un taux de repliement T inférieur à 5%. Alors première question, calculer FE minimal pour n égale à 4 qui assure un taux de repliement T inférieur à 1%. Donc on écrit T égale, donc HF moins FC divisé par HFC en module, ça donne ça, racine de 1 plus FC sur FC 8, sur racine de 1 plus FE moins FC sur FC, la puissance 8, doit être inférieure à 0,01. Donc on n'a fait que remplacer F par FC dans l'expression des HF et HF moins FC, moins FE, pardon. Voilà. Donc ça donne 100 racine de 2 inférieur à racine de 1 plus FE moins FC sur FC, puissance 8. On élève au carré. Ça donne 2 10 à la puissance 4 inférieur à 1 plus FE moins FC sur FC8. Alors on extrait le FE. Il doit être supérieur 2 10 4 moins 1 puissance 1 sur 8 plus 1, le tout fois FC. Ce qui donne FE supérieur à FC égale 8K, donc 8000. 2 10 4 moins 1 puissance 1 huitième plus 1. Voilà, FE doit être supérieur à 35,59 kHz. Donc c'est la fréquence d'échantillonnage minimale qui respecte un taux de recouvrement inférieur à 1%. Maintenant, on choisit FE égale 30. Trouver N, l'ordre du filtre de Butterworth minimal qui assure un taux inférieur à 5%. Donc idem, mais là l'inconnu c'est petit n et non pas FE.
Donc racine de 1 plus fc sur fc de n sur racine de 1 plus 30 moins 8 sur 8 de n. Donc là, j'ai mis en kilos, puisque c'est des rapports de fréquence. Donc le 10,3 c'est éliminé. Donc inférieur à 0,05, c'est-à-dire 5%. Alors ça implique 20 racine de 2 strictement inférieur à racine de 1 plus 30 moins 8 sur 8 de n. On élève au carré et on développe. Ça donne 800 moins 1, strictement inférieur à 11 sur 4 à la puissance de n. Alors on passe au logarithme népérien. On trouve log n 800 moins 1 sur 2 log n 11 sur 4, strictement inférieur à n. Donc l'ordre du filtre n doit être supérieur à une certaine valeur qui est 3,3. Comme n est un ordre du filtre qui est un nombre entier, donc n au moins doit être égal à 4, donc minimal. Bien sûr, on ne va pas chercher plus, ça nous fera plus de circuits électroniques. Donc, puisque n égale 4, il fait l'affaire. Exercice 4. X est une sinusoïde de fréquence f0 et d'amplitude A. Donc, on va étudier la quantification de cette sinusoïde. On quantifie les échantillons XKTE avec un CAN convertisseur analogique numérique 8 bits de cadence 25 MHz. Donc ces deux données sont marquées sur le circuit intégré, c'est-à-dire le convertisseur analogique numérique. Quel est le SNR de la quantification linéaire uniforme? Quel est le délai maximal de conversion du CAN? Troisièmement, on prend fréquence de la sinusoïde 10 kg, fréquence d'échantillonnage 36 kHz. Quel est le débit binaire à la sortie du... Alors, première question, quel est le SNR de la quantification linéaire uniforme qui correspond à ce CAN? Par définition, le SNR, Signal to Noise Ratio, égale puissance du signal, donc Px sur puissance de l'erreur de quantification ou le bruit de quantification. Donc il faut chercher Px et Pe. Xe de t, c'est-à-dire les échantillons, leur expression c'est A sinus de pi f0 kte, puisque c'est une sinusoïde de fréquence f0. L'erreur de quantification ou le bruit, c'est la différence entre le signal échantillonné et le résultat, c'est-à-dire le signal quantifié. Alors la puissance du signal, c'est A carré sur 2, puissance d'une sinusoïde. La puissance du bruit, qu'on suppose bien sûr uniforme entre moins Q sur 2 et Q sur 2, donc un variable aléatoire uniforme entre moins Q sur 2 sur Q2. La puissance, c'est Q carré sur 12. C'est une variable aléatoire uniforme, centrée, donc de moyenne nulle, de variance et de puissance identique. C'est Q carré sur 12, avec Q égale le pas de quantification, qui est par définition la plage occupée par le signal, c'est-à-dire moins A. Donc la largeur de cette plage occupée par XE, c'est moins AA, la largeur c'est 2A, divisé par le nombre de valeurs binaires. Avec n bits, on peut coder 2 à la puissance n valeurs. Donc on divise la largeur de la plage, donc c'est-à-dire 2A, par le nombre de valeurs codables, c'est-à-dire 2 à la puissance n. Donc je remplace dans PE, ça me donne 2A sur 2n au carré sur 12. Ça me donne PE égale A carré sur 3 fois 2 à la puissance de n. D'où le SNR égale Px sur PE égale A carré sur 2 sur A carré sur 3, 2 à la puissance de n. Donc on simplifie par A carré sur 2.
on obtient SNR égale 3 fois 2 à la puissance 2n moins 1. Donc première remarque, le SNR dépend uniquement du nombre de bits du CAN. Il ne dépend pas de l'amplitude du signal à quantifier. En dB, le SNR, c'est 10 log SNR linéaire, 6n plus 1,76. Donc en remplaçant n par 8, donc le SNR en dB de ce CAN, c'est 49,76 dB. Deuxième question, quel est le délai maximal de conversion du CAN? Donc j'entends par délai maximal de conversion du CAN, c'est-à-dire le CAN, il prend combien de temps au maximum pour convertir une valeur ou bien un échantillon. Donc un échantillon, il se présente à l'entrée du convertisseur, il est quantifié pendant une certaine durée. Donc quel est le délai maximal? Alors, on part de l'hypothèse, la durée de conversion d'un seul bit est donnée donc par le convertisseur lui-même, la fiche technique, la cadence f, donc la cadence f égale 25 mégas, ça veut dire que Tc égale f-1, c'est la durée que prend le convertisseur pour produire un bit. Alors, la durée maximale ou bien le délai maximal, intuitivement, c'est lorsque l'échantillon qui se présente à l'entrée est l'échantillon qui a la valeur maximale, c'est-à-dire tous les bits égaux à 1. Donc c'est 2 à la puissance n moins 1, puisque les bits sont soit 0, soit 1, et les valeurs codées comprises entre 0 et 2 à la puissance n moins 1. Donc si tous les bits sont égaux à 1, le convertisseur va passer le temps maximal pour convertir, donc le délai maximal. Donc quel est le temps maximal? Donc Tmax, il suffit de multiplier Tc par 2 à la puissance n-1, puisque pour chaque bit, le convertisseur consomme Tc secondes. Voilà donc f-1, 2n-1 est le temps maximal. Alors, conclure, qu'est-ce que peut on tirer? Bon, puisque le CAN passe Tmax, il faut que l'échantillon suivant n'arrive pas un peu tôt. Ça veut dire, pour éviter l'encombrement à l'entrée du CAN, il faut que l'échantillon suivant arrive lorsque le traitement de l'échantillon précédent est terminé. Donc Tmax doit être strictement inférieur à TE. Donc en utilisant la relation A, on en déduit que FE, fréquence d'échantillonnage, doit être inférieur à F, cadence du CAN, sur 2n-1, donc égale 25 mégas, 25 d'ici sur 2 à la puissance 8 moins 1, égale 98 kHz. Donc là, il y a une erreur de frappe. Donc c'est 25 10 à la puissance 6 sur 2 à la puissance 8 moins 1. Il n'y a pas de 2. Mais c'est juste, c'est égal à 98 kHz. D'autre part, d'après Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2f0. Donc la fréquence du signal sinusoïdal f0 doit être strictement inférieure à f sur 2. C'est-à-dire f0 doit être strictement inférieur à 98 sur 2, c'est-à-dire 49 kg. Donc ça, c'est des contraintes sur les cadences d'échantillonnage et du signal à quantifier. Donc ils sont dictés par les performances du convertisseur ou de la cadence du convertisseur. Donc on peut conclure que le convertisseur ne peut pas quantifier correctement un signal dont le spectre comporte des composantes sinusoïdales
dont la fréquence dépasse 49 kHz. Et en plus, il ne faut pas échantillonner au-delà de 98 kHz. Sinon, la conversion va donner une suite de bits erronés qui n'ont rien à voir avec votre signal échantillonné. Troisième question. On prend F0 égale 10 kg, FE égale 36 kg. Quel est le débit binaire à la sortie du CAN? C'est-à-dire combien de bits par seconde produit le convertisseur, la fréquence d'échantillonnage étant connue. Alors, par définition, la fréquence d'échantillonnage, sa valeur indique combien d'échantillons par seconde. C'est le nombre d'échantillons par seconde. Donc, par exemple, ici, c'est 36 kg. Ça veut dire 36 000 échantillons par seconde qui arrivent à l'entrée du CAN. Comme le CAN code sur 8 bits, sur n bits, donc ça veut dire que le débit, c'est n fois FE. Donc D égale n fois FE bits par seconde. Donc on remplace D égale, donc n égale 8, FE égale 36 000. Ça fait 288 fois 10, 3 bits par seconde que produit la sortie du CAN. Alors on divise par 1024. Donc ça c'est important. Il ne faut pas dire 288 kilobits par seconde, non. Il faut diviser par 1024 pour trouver les kilobits. Donc c'est 281,25 kilobits par seconde et le débit produit par le CAN à sa sortie. Voilà, je vous remercie. Donc prochaine vidéo 4 sur 10 sera consacrée à des exercices sur le filtrage numérique.